Mon ordinateur portable s'est brisé contre le marbre comme une promesse qui vole en éclats. Tu devrais cuisiner et faire le ménage, t'occuper de moi et de mon fils, au lieu de rester assise à passer ton temps sur des bêtises, a hurlé ma belle-mère, en arrachant le chargeur du mur comme si elle débranchait mon avenir. Elle pensait que je perdais mon temps. Elle pensait que j'étais au chômage. Elle pensait que je dépendais de son fils. Elle se trompait lourdement. Je m'appelle Camille Renard. J'ai 30 ans, je suis mariée à son fils unique, Julien. Pendant 3 ans, j'ai supporté ses remarques acerbes sur la façon dont une vraie épouse devrait se comporter. J'ai ignoré la manière dont elle inspectait mon cellier, critiquait mes vêtements et me rappelait que Julien travaillait beaucoup trop dur pour rentrer le soir auprès d'une femme scotchée à son écran. Pourtant, c'est cet ordinateur qui finançait cette maison. Quand elle s'est baissée pour s'en emparer à nouveau, quelque chose de viscéral a surgi en moi. Je l'ai saisie par ses cheveux parfaitement bruchingués et je l'ai redressée d'un coup sec. Elle a eu le souffle coupé, choquée que j'ose la toucher. Je l'ai traînée vers la porte d'entrée alors qu'elle hurlait le nom de Julien comme si j'attaquais un membre de la famille royale. J'ai ouvert la porte et je l'ai poussée dehors. Elle a trébuché sur le perron et Julien était là, debout, observant toute la scène. Julien ne s'est pas précipité pour l'aider à se relever. Il est resté figé entre nous deux comme s'il choisissait quel incendie le brûlerait le moins. Camille, respire. Ne pleure pas. Ne montre aucune faiblesse. Sa mère, Evelyne Mercier, s'est agrippée à son collier de perles comme si j'avais commis un crime d'État. Tu vois, a-t-elle sifflé en le regardant. Voilà ce qui arrive quand on laisse une femme oublier sa place. Oublier sa place. Pendant 3 ans, elle n'avait cessé de me rappeler la mienne. Quand Julien et moi nous sommes mariés, nous nous sommes installés dans cette maison de Saint-Cloud qu'il insistait pour que nous partagions temporairement avec elle. Le temporaire est devenu permanent. Evelyne surveillait tout. La façon dont je pliais les serviettes, l'assaisonnement de mes plats, la fréquence à laquelle Julien me souriait. Elle s'asseyait sur l'îlot central de la cuisine et commentait mes échecs comme s'il s'agissait d'une émission culinaire. Et Julien, il me serrait la main sous la table en murmurant de simplement l'ignorer. Ignore la femme qui entre dans mon bureau sans frapper. Ignore les commentaires méprisants sur mon passe-temps en ligne. Ignore le fait de s'entendre dire que je ne contribuais à rien. Ce qu'Evelyne ne savait pas, c'est que mon passe-temps était discrètement devenu une start-up technologique, Lumina Solutions, que j'avais bâtie de toutes pièces. Des investisseurs, des contrats, un chiffre d'affaires conséquent. La présentation d'aujourd'hui était censée garantir notre expansion internationale. Au lieu de cela, elle s'est terminée avec mon matériel en miettes, et Julien a enfin pris la parole. Camille, demande pardon. Demander pardon, ai-je répété, la voix d'un calme dangereux. Evelyne était toujours sur le perron, tenant son bras de manière théâtrale comme si j'avais brisé ses os au lieu de son orgueil. Tu m'as agressé, a-t-elle craché. Dans la maison de mon fils. La maison de ton fils, ai-je ri, sans hystérie, juste assez pour que Julien se sente mal à l'aise. Ta maison, ai-je dit. Un choix de mots intéressant. Julien s'est approché, baissant la voix. Camille, tu as franchi une ligne. Non, ai-je répondu. Elle est entrée de force dans mon bureau. Elle a détruit mes outils de travail. Elle a saboté mon entreprise. Ton entreprise, a ricané Evelyne. Taper sur un écran n'est pas un travail. Le travail d'une femme est en cuisine. Quelque chose en moi est devenu froid, clair et déterminé. Julien, ai-je dit doucement. Dis-lui ce que je fais. Silence. Il a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Evelyne a souri, sentant la victoire. Exactement. Elle n'a même pas de vrai métier. J'ai contracté la mâchoire. Je suis retournée à l'intérieur, j'ai ramassé les restes fissurés de mon ordinateur et j'ai tourné l'écran vers eux. Le tableau de bord des investisseurs était toujours ouvert. Des chiffres, des contrats, des confirmations de virements de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. L'expression d'Evelyne s'est décomposée. Julien a dégluti, et c'est à ce moment-là que son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et son visage a perdu toute couleur.
Julien m'a regardé comme si je venais de mettre le feu à la maison. C'est mon patron, a-t-il bafouillé. Puis il a décroché en disant, Monsieur, oui, je sais, je l'ai vu. Vu quoi? A demandé Evelyne en se relevant avec peine, époussetant sa jupe de luxe. Qu'est-ce qui se passe? Julien ne lui a pas répondu. Il a tourné l'écran de son téléphone vers moi à la place. Ma présentation aux investisseurs était restée ouverte en plein chaos. La voix d'Evelyne, perçante et reconnaissable entre mille, résonnait. Tu devrais cuisiner et faire le ménage. Mon visage stupéfait. Le fracas de l'ordinateur. Moi la traînant vers la porte. 40 000 spectateurs en direct. Quelqu'un avait fait un clip, l'avait édité et posté. La vidéo de la belle-mère toxique était déjà virale. Mon cœur a loupé un battement. Pas par embarras, mais parce que j'ai réalisé autre chose. Les commentaires ne se moquaient pas de moi. Ils me défendaient. Libérez-la. Pourquoi laisse-t-il sa mère faire ça? Quitte ce mari. Soutenez l'entreprise de Camille. Le patron de Julien est revenu à la ligne, la voix assez tranchante pour couper de l'acier. Est-ce que c'est chez vous, Julien? Julien a avalé sa salive. Oui, monsieur. Vous feriez bien de reprendre le contrôle de la situation. Les investisseurs n'aiment pas que des drames soient liés à leurs partenaires de projet. Partenaires de projet, mes yeux se sont fixés sur Julien. Quel projet? Ai-je demandé calmement, et pour la première fois, il n'a pas pu soutenir mon regard. Il avait investi sans me le dire. Mon mari, qui rabaissait mon travail devant sa mère, avait discrètement utilisé ses relations dans sa firme de conseil pour racheter des parts minoritaires dans ma société il y a 6 mois. Juste par mesure de sécurité, a-t-il dit avec raideur. Au cas où tu échouerais. Au cas où j'échouerais. La suffisance d'Evelyne est revenue instantanément. Tu vois, mon fils protège toujours ses actifs. Ses actifs, pas sa femme. L'humiliation n'a pas explosé en moi. Elle s'est cristallisée. Je suis passé devant eux pour entrer dans mon bureau dévasté et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient, mais pas mon esprit. J'ai ouvert ma tablette, je me suis connecté au tableau de bord de contrôle des fondateurs, actionnaires majoritaires, autorité exécutive. Julien possédait 15%. 15. Il pensait que cela lui donnait du pouvoir. Cela le rendait vulnérable car à cette participation étaient rattachées des clauses de non-divulgation, des exigences de conduite éthique et des normes de réputation. Des normes qu'il venait de violer publiquement. J'ai rédigé un courriel au conseil d'administration. Objet, vote immédiat sur la révision de la conduite et l'implication des partenaires. Puis j'ai joint le clip viral. Au moment où je suis retourné dans le salon, Evelyne faisait la leçon à Julien sur la discipline. Je l'ai regardé calmement. Tu voulais le contrôle, ai-je dit doucement. À mon tour. La réunion du conseil d'administration a eu lieu le soir même. Pas parce que je l'avais exigé, mais parce que les investisseurs l'avaient fait. J'ai rejoint l'appel vidéo depuis la table de la salle à manger. Evelyne regardait depuis le canapé, les bras croisés comme si elle assistait à un drame judiciaire. Julien se tenait derrière elle, rigide, silencieux. Le clip a été diffusé en premier, sa voix, son silence, mon humiliation. Puis les chiffres sont apparus. Les projections de croissance, les plans d'expansion, l'accord que la firme de Julien négociait par l'intermédiaire de ma société. Un investisseur s'est penché en avant. Monsieur Renard, a-t-il dit d'un ton neutre. Savions-nous que votre situation domestique pouvait avoir un impact direct sur la réputation de l'entreprise? Julien s'est éclairci la gorge. C'était un malentendu. Un malentendu, a répété un autre investisseur. C'est en train de devenir une tendance internationale. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas souri. J'ai simplement partagé un document de plus. La clause d'éthique qu'il a signée, la clause de moralité liée à la conduite publique. Et la section stipulant que toute action portant atteinte à l'intégrité de la marque constitue un motif de désinvestissement immédiat. Le silence s'est étiré. Puis le vote a été unanime. Les parts de Julien ont été gelées en attendant un examen approfondi.
Sa firme a suspendu les négociations de partenariat jusqu'à nouvel ordre. Le visage d'Evelyne a blêmi. Julien m'a fixé comme si je venais de l'effacer de la carte. J'ai refermé l'ordinateur délicatement. Tu me voulais dans la cuisine, ai-je dit. Je viens de vous cuisiner un bon petit plat. Julien aurait dû crier. Cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, il me regardait comme si j'étais devenue une étrangère. Tu m'as humiliée, a-t-il dit à voix basse. J'ai failli rire. Moi. Evelyne s'est levée, tremblante d'indignation. Tu as ruiné sa carrière pour une dispute familiale. Non, ai-je répondu calmement. Il a misé sa carrière sur sa volonté de me contrôler. C'était la première fois que le sang-froid de Julien craquait. Tu aurais pu m'en parler. J'ai essayé, ai-je dit, pendant 3 ans. Le silence entre nous semblait plus lourd que la maison elle-même. Le clip viral avait dépassé le 1 million de vues à ce moment-là. Des sponsors contactaient mon équipe. De nouveaux investisseurs tournaient autour de nous. La valorisation de mon entreprise avait bondi du jour au lendemain. Le téléphone de Julien a encore vibré. Il a vérifié et est devenu livide. Sa firme l'avait mis à pied à titre conservatoire en attendant une enquête interne. Evelyne a eu un hoquet de stupeur comme si elle avait été frappée. C'est ta faute, m'a-t-elle hurlé. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte lentement. Evelyne, ai-je dit gentiment. Vous n'habitez pas ici. Elle a regardé Julien pour qu'il la défende. Il n'a pas bougé. Pour la première fois en 3 ans, il n'avait rien à dire. Et ce silence, il m'appartenait enfin. La maison semblait différente le lendemain matin. Plus calme, plus légère. Evelyne avait fait ses valises pendant la nuit. Pas parce que je l'avais forcée, mais parce que Julien lui avait enfin dit la vérité. Cette maison était à mon nom. Achetée avec les premiers bénéfices de mon entreprise. Pas son salaire, pas ses économies. Les miens. Elle est partie sans un autre sermon. Julien est resté pendant des heures. Il était assis à la table de la cuisine, fixant le vide. Puis il a dit les mots que je n'aurais jamais pensé entendre. Je ne pensais pas que tu choisirais ton entreprise plutôt que moi. J'ai soutenu son regard avec assurance. Je ne pensais pas que tu choisirais le contrôle plutôt que le respect. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de douloureux et de libérateur à la fois. Ma vengeance n'était pas de je les sépare. Ce n'était pas le buzz en ligne. C'était la clarté. Il n'avait pas épousé une partenaire. Il avait épousé une femme qu'il pensait pouvoir gérer. Et j'ai enfin arrêté d'essayer d'être gérable. 1 semaine plus tard, j'ai signé les derniers papiers. Pas pour le divorce, pour le rachat. Il m'a vendu ses parts à perte, volontairement. Parce que rester lié à Lumina signifierait devoir me rendre des comptes. En le regardant emporter sa dernière valise, je n'ai ressenti aucune rage, seulement de la paix. Elle me voulait dans la cuisine. Maintenant, je possède tout le château. Cette histoire nous montre à quel point l'indépendance financière et le respect de soi sont cruciaux dans une relation. Camille a enduré des années de mépris en silence, construisant son empire dans l'ombre, tandis que Julien et sa mère la sous-estimaient constamment. Le retour de bâton est puissant car il ne vient pas seulement d'une colère personnelle, mais des conséquences réelles de leurs propres actes et de leur arrogance. En France, l'image de la femme au foyer est souvent romantisée, mais ici, Camille brise ce cliché avec force. C'est une leçon magistrale sur le fait de ne jamais laisser personne définir votre valeur ou saboter votre avenir sous prétexte de traditions familiales dépassées. Qu'auriez-vous fait à la place de Camille si votre belle-mère avait détruit votre outil de travail? Auriez-vous été aussi calme et stratégique ou auriez-vous réagi différemment? Partagez vos impressions en commentaire.